Name Games. Le royaume de Sigmar. La nation qui allait devenir l'Empire naquit il y a de cela 2500 ans et une bonne partie de ce que nous en savons provient des chroniques naines de l'époque. La longue guerre entre elfes et nains était terminée. Ces derniers s'étaient retranchés dans leurs forteresses des montagnes du bord du monde et les elfes avaient abandonné leur colonie pour regagner Ulthuan par-delà les mers. Bien que les nains ne fussent pas partis, leur influence était faible car nombre de leurs plus puissants rois étaient morts et leurs forteresses abandonnées. Lorsque des éruptions et des séismes secouèrent les montagnes à l'est, le pouvoir des nains fut réduit à néant et les orques et les gobelins, de nouveaux ennemis à l'ambition dévorante, firent leur apparition. Des hordes de peaux vertes se déversèrent depuis les montagnes du bord du monde à travers l'école jadis tenue par les nains pour ravager les terres occidentales. Alors que les nains vacillaient sous les attaques incessantes des orques et des gobelins, de nombreuses tribus humaines entamèrent leur migration vers le sud, comme les Unberogen, les Teutogènes, les Thuringiens, les Chérusen, les Norsi et les Mérogènes. Faisant cause commune contre les orques, les hommes et les nains reconnurent rapidement les bienfaits d'une association entre les deux races. Les nains avaient trouvé des alliés sur qui s'appuyer pour regagner leur empire perdu, et les hommes souhaitaient apprendre les secrets du travail du métal pour améliorer la qualité de leurs armes. Les membres de ces tribus ne ressemblaient en rien aux citoyens de l'Empire d'aujourd'hui. Vêtus de fourrure, ils vivaient dans des huttes et brandissaient des armes primitives aux lames de bronze ou de pierre. Les chroniques naines décrivent ces hommes comme féroces et courageux, se battant contre les orques et les gobelins pour le contrôle des forêts. Sigmar était le plus puissant de ces humains, fils aîné du chef des Unberogen, et le passage dans le ciel d'une comète à deux queues avait annoncé sa naissance. C'était un guerrier au cœur noble et aux bras puissants, et à 15 ans, il avait déjà livré et remporté des dizaines de batailles contre les hordes de peaux vertes. Le Heldenhammer. Les orques et les gobelins devinrent plus rusés et lors d'un raid particulièrement audacieux, ils capturèrent Kurgan Barbe de Fer, le haut roi des nains, ainsi que plusieurs membres de sa maisonnée, alors que ceux-ci voyageaient en direction des montagnes grises. Le destin voulut que Sigmar et ses plus fidèles guerriers fussent eux-mêmes déjà à la poursuite de cette bande de peaux vertes qu'ils rattrapèrent au plus profond de la forêt. Sigmar tua nombre d'orques ce jour-là, dont il brûla les cadavres sur un vaste bûcher au cœur des bois après avoir délivré les nains. Pour le remercier de l'avoir sauvé, le roi Kurgan offrit à Sigmar un trésor appartenant à sa famille, un magnifique marteau de guerre appelé Galmaraz, le briseur de crâne. Sigmar accepta le don du roi et les deux guerriers décidèrent d'unir leurs forces contre les peaux vertes. Les guerres contre les orques et les gobelins se poursuivirent pendant de longues années, renforçant les liens d'amitié entre les nains et les humains. 7 ans après le sauvetage de Kurgan, le père de Sigmar mourut et, devenu chef des Unberogen, ce dernier entreprit d'unifier les tribus humaines de l'Ouest par la ruse aussi bien que par la force. Sigmar était certes un chef puissant et charismatique, mais il avait par-dessus tout une vision, créer une nation unie, débarrassée des orques et des gobelins, gouvernée par des lois justes et protégée par une armée de métiers forte et disciplinée. Après des années de guerre et de tractations, 12 des plus grandes tribus humaines avaient prêté allégeance à Sigmar et, avec l'aide de ses alliés nains, il put chasser les peaux vertes des terres situées à l'ouest des montagnes du bord du monde, gagnant au passage le surnom de Heldenhammer, qui signifie « marteau des gobelins ». Les quelques tribus humaines qui s'opposaient encore à Sigmar furent repoussées vers le sud, dans les inhospitalières montagnes grises ou, comme les Norsi, par-delà les monts du milieu, loin au nord. Ainsi, Sigmar devint le maître incontesté des terres qui s'étendent entre le grand océan et les montagnes du bord du monde. Et lorsque les nains furent à nouveau menacés par des hordes d'orques et de gobelins, le roi Kurgan envoya le fameux maître des runes, Alaric le Fou, quérir l'aide de Sigmar et de ses peuples humains. Le col du Feu Noir. Dès qu'il eut vent du danger qui menaçait les nains, Sigmar fit réunir ses chefs de guerre et leur ordonna de rassembler leurs guerriers.
Cette armée prit la route des montagnes du bord du monde pour s'en aller rejoindre celle du roi Kurgan. Une vaste horde d'orques et de gobelins tentait de passer par le col du Feu Noir, seule voie par laquelle une armée pouvait espérer franchir les montagnes noires. De nombreuses batailles ont été livrées en ce lieu au cours des siècles, mais celle-là éclipse toutes les autres. Les nains et les humains, en infériorité numérique, combattirent épaule contre épaule la marée verte qui se déversait dans la vallée, mais Kurgan et Sigmar avaient judicieusement choisi l'endroit où ils s'étaient déployés. Leurs armées étaient en effet placées au point le plus étroit de la passe, ce qui réduisait considérablement l'avantage des peaux vertes. La bataille dura de longues heures, les viles créatures venant se briser vague après vague sur un mur de boucliers et de lames trempées de sang. Outre Sigmar, de grands héros se distinguèrent ce jour-là, comme Ulfdar le berserker, Marbad des Andal ou encore la reine Freya des Asborn, dont les hauts faits d'armes devinrent légendaires. Alors que les lignes orques et gobelines, paniquées, battaient en retraite pour la dernière fois, Sigmar mena une charge terrifiante droite au cœur des rangs ennemis. Hurlant leurs sauvages cris de guerre, lui et les autres chefs de guerre humains se frayèrent un chemin à travers les peaux vertes qu'ils massacrèrent sans merci dans leur déroute. À l'issue de cette grande victoire, Sigmar fut sacré empereur de toutes les terres situées entre les montagnes grises au sud et les monts du milieu au nord. Kurgan Barbe de Fer offrit à Sigmar une magnifique couronne et les deux monarques se jurèrent fidélité éternelle. Pour remercier Sigmar de l'avoir aidé à sauver les royaumes des nains, Kurgan demanda en outre à Alaric le Fou de forger les crocs runiques, 12 épées magiques, chacune destinée à armer l'un des chefs de clan sous les ordres du nouvel empereur. L'ère de Sigmar. 15 ans après avoir sauvé le roi Kurgan, Sigmar fut sacré empereur. Son couronnement marque le début du calendrier impérial et le premier jour de l'Empire. Il gouverna avec courage et sagesse depuis sa capitale de Reikdorf, qui fut plus tard rebaptisée Altdorf, et donna des terres aux 12 chefs de clan qui lui avaient juré fidélité et prêté assistance au cours de ses guerres. Ces fiefs s'appuyaient sur les anciens territoires des tribus et les chefs qui les gouvernaient prirent bientôt le titre de comte. Sigmar conserva le pouvoir pendant 50 ans et durant son règne, les villages de huttes devinrent de petites villes, les hommes prospérèrent et nombre de nouvelles communautés furent fondées. Bien sûr, il restait toujours des ennemis à combattre, car des bandes de gobelins en maraude franchissaient parfois les montagnes du bord du monde et de sauvages tribus venues des forêts situées au nord des monts du Milieu lançaient régulièrement des raids sanglants contre l'Empire naissant. On n'en sait guère plus sur le règne de Sigmar, car les chroniques naines s'intéressent principalement aux affaires de leur peuple et ne mentionnent l'empereur que dans ses relations avec les nains. Il est néanmoins certain qu'il finit par abdiquer et voyagea vers l'est, sans doute en direction de Karazakarak, pour retrouver son vieil ami Kurgan Barbe de Fer. Les chroniques ne disent pas s'il atteignit finalement la forteresse célèbre entre toutes. L'époque de Sigmar passa et le fondateur de l'Empire devint une figure légendaire, à tel point que l'on commença à l'adorer comme un dieu. En l'espace d'une génération, son culte fut établi avec son propre clergé dirigé par un grand théogoniste, dont le premier fut Johann Hellsturm. Le culte de Sigmar devint l'une des plus puissantes religions de l'Empire, avec des milliers de fidèles, si bien que le héros du col du Feu Noir prit sa place parmi les anciens dieux du panthéon impérial. L'ère de l'Empire. Après la disparition de Sigmar, certains craignaient que des guerres de succession n'éclatent entre les comtes des différentes provinces. Mais au lieu de cela, ceux-ci se réunirent à Reikdorf pour décider de ce qu'il convenait de faire. Après de longs débats, les comtes jurèrent qu'ils respecteraient la vision de Sigmar et qu'un nouvel empereur serait élu parmi eux. Les comtes devinrent ainsi des comtes électeurs et le système politique de l'élection de l'empereur, qui a survécu sous une forme ou une autre jusqu'à nos jours, fut établi. Le pays de Sigmar prospéra sous le règne des comtes électeurs et les armées de l'Empire combattirent ses ennemis avec le courage et l'astuce qui a fait la renommée des héritiers de Sigmar. Les guerres Skaven.
Les siècles passèrent, l'Empire gagna en puissance à mesure que se succédaient les empereurs. Certains furent bons, d'autres mauvais, mais aucun n'égala en infamie l'abominable Boris l'Avide. Lors de son règne, caractérisé par une incompétence rare, le peuple mourait de faim, les armées ne furent pas entretenues et nombre d'avant-postes frontaliers furent virtuellement abandonnés. Affaibli de la sorte, l'Empire n'était pas en état de résister à l'une des pires catastrophes que le vieux monde ait jamais connue, la peste noire de 1111. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes périrent cet hiver-là et des villes entières furent décimées alors que le mal se répandait à travers l'Empire avec une rapidité surnaturelle. Les morts dépassèrent bientôt en nombre les vivants et lorsque l'épidémie se termina, les 3/4 de la population de l'Empire pourrissaient dans des charniers. Le seul point positif est qu'elle emporta Boris l'Avide qui mourut dans son château entouré de ses apothicaires qui, dit-on, ne firent pas trop d'efforts pour le sauver. Sans souverain, fût-il aussi incompétent que Boris, l'Empire était extrêmement vulnérable. Les Skaven, abominables hommes-rats, jaillirent de leurs souterrains pour détruire tout ce que la peste, répandue par leurs soins, avait épargné. Ils tuèrent ou réduisirent en esclavage des milliers de personnes, mais les survivants se battirent avec courage sous les ordres de Mandred, comte de Middenheim, bientôt surnommé le tueur de Skaven. Mandred rallia les comtes électeurs survivants et mena une armée contre les Skaven, livrant une série de batailles sanglantes à travers les villes dévastées et les provinces accablées de l'Empire. Les hommes-rats furent finalement défaits à la bataille des Collines Hurlantes, où Mandred en personne décapita le général de l'armée ennemie d'un revers de son croc runique. Mandred se confectionna par la suite un aume à partir du crâne du seigneur Skaven, inspirant une terreur absolue chez tous les hommes-rats. Un empire divisé. L'Empire se remit rapidement des guerres Skaven, notamment grâce à la mort bienvenue de Boris l'Avide et au dynamisme de son successeur, Mandred. Général respecté et chef charismatique, il parvint à maintenir la puissance de l'Empire, même si des villages entiers furent abandonnés, leur population décimée, laissant des provinces quasiment désertes. Malheureusement, la convalescence de l'Empire fut brutalement mise en péril lorsque la lame empoisonnée d'un assassin Skaven mit fin à la vie de Mandred. Dans les années qui suivirent cette tragédie, le système électoral impérial commença à se désagréger petit à petit. Les rivalités personnelles, les conflits d'intérêts et plus prosaïquement la jalousie divisèrent les comtes électeurs qui ne parvinrent pas à désigner un nouvel empereur. Le sang coula au pied du trône du graf de Middenheim lorsque les prétendants en vinrent aux mains et chacun retourna sur ses terres, le cœur rongé par la haine. En 1360, Ottilia, comtesse électrice du Talabecland, se proclama impératrice avant de déclarer la guerre à son rival de toujours, le comte électeur du Stirland. Dans les années qui suivirent, la couronne passa de comte électeur en comte électeur au gré des luttes de pouvoir et la nation fut divisée en petits États indépendants. Ainsi, pendant des siècles, l'Empire fut déchiré par des guerres civiles à mesure que se déclaraient les prétendants au trône. En cette époque troublée, 2 empereurs régnaient en même temps. Celui qu'élisaient les comtes électeurs et le comte électeur du Talabecland qui prétendait hériter du trône d'Ottilia par droit d'aînesse. Pour ne rien arranger, en 1547, le comte Siegfried du Middenland se proclama à son tour empereur, ce qui marqua le début du tristement célèbre âge des 3 empereurs. Au cours de cette période de grave instabilité politique, chaque prétendant au trône sollicitait alliés et soutien financier auprès des dirigeants des autres provinces. Les provinces elles-mêmes étaient devenues totalement ingouvernables et pendant le siècle et demi qui suivit, les comtes électeurs durent combattre leurs rivaux à l'extérieur de leur domaine et les rebelles sévissant à l'intérieur même de leurs terres, sans parler des envahisseurs venus d'au-delà de l'Empire. Le coup de grâce porté à l'État survint lorsque la comtesse Margrita, infante de Marienburg, fut élue impératrice, mais que le grand théogoniste en personne refusa de la reconnaître. L'Empire en tant que nation unifiée avait alors cessé d'exister pour laisser la place à une constellation de petits fiefs en guerre perpétuelle, devenant de fait une cible de choix pour ses nombreux ennemis qui n'attendaient que le signal de la curée
comme des vautours massés autour d'une bête malade. La destruction du Solande. Gorbad Griffe de Fer, l'un des plus redoutables seigneurs orques de tous les temps, franchit le col du Feu Noir à la tête d'une horde d'orques et de gobelins pour ravager les provinces de l'Averland et du Solande. Eldred, comte du Solande, partit avec son armée en direction de l'Aver, où il organisa la défense du pont situé près d'Averheim. Malheureusement, à la surprise des impériaux, l'armée de Gorbad franchit la rivière à la nage pour attaquer les défenseurs. Les peaux vertes perdirent des milliers de guerriers lors de la traversée, mais les orques prirent position sur l'autre rive. C'était le début de la fin pour les défenseurs, car empêcher l'ennemi de franchir l'Aver avait été leur seul espoir. L'armée impériale se retrouva encerclée et Eldred ordonna la retraite avant que ses hommes ne fussent tous massacrés. Mais il prit cette décision trop tard, car Gorbad avait lancé sa cavalerie droit sur les halflings du Moot, si bien qu'une partie importante de la Horde verte se retrouva derrière les lignes impériales. Tandis que les gardes du corps d'Eldred se battaient pour protéger leur seigneur, les gobelins sur loups et les orques sur sangliers surgirent et prirent les impériaux de flanc. En quelques minutes, la retraite disciplinée se mua en déroute et, sachant la bataille perdue, Eldred mena ses joueurs d'épée au combat pour aller affronter le chef orc. Vêtu d'une cape d'argent resplendissante, une couronne scintillante saignant son front, le dernier comte électeur du Solande fit face à Gorbad Griffe de Fer en combat singulier. Gorbad était énorme. En dépit de son croc runique, Eldred n'était pas de taille contre lui et fut brutalement abattu. Son corps fut démembré et sa tête vint bientôt orner la bannière du chef orc. Gorbad captura également le croc runique d'Eldred et lui prit sa couronne en guise de trophée. Cette bataille fut connue par la suite sous le nom de bataille de la couronne du Solande. Gorbad fut finalement tenu en échec à l'issue du siège d'Aldorf, même si l'empereur élu Sigismund fut tué par une vouivre pendant la bataille et son armée se dispersa à l'arrivée de l'hiver. Gorbad Griffe de Fer n'était plus une menace, mais la province du Solande était en ruine et le croc runique de son seigneur était perdu. Le Solande fut absorbé par le Visenland voisin et son nom comme son histoire ne devinrent bientôt plus qu'un souvenir. On craignait que l'épée légendaire d'Alaric le Fou fût perdue à jamais, mais des siècles plus tard, des guerriers menés par le nain Airgrim Marteau de Pierre retrouvèrent l'épée au plus profond de la tanière d'un monstre horriblement muté dans les montagnes du bord du monde. Airgrim affronta la créature, fracassant son crâne d'un coup de son marteau enchanté et prit le croc runique qui se trouvait au milieu de son trésor. Il se présenta devant le prince d'Aldorf pour lui rendre l'épée, et bien que la province du Solande n'existât plus depuis longtemps, le retour de l'arme fut célébré par un grand banquet. En l'absence d'un comte électeur du Solande, l'épée fut alors remise dans l'armurerie impériale, d'où elle ne sortirait qu'en temps de grand péril pour être confiée à un puissant héros. Les guerres des comtes vampires. Alors que l'âge des 3 empereurs se poursuivait sans qu'aucun des prétendants ne prenne l'ascendant, un danger horrible prenait forme dans l'ombre des montagnes du bord du monde. La Sylvanie fut de tout temps une province lugubre que tous les voyageurs sains d'esprit évitaient soigneusement, mais c'est lorsque le vampire Vlad von Karstein succéda au comte électeur Otto von Drac, ayant obtenu la main de sa fille, que la région tout entière fut marquée du sceau de l'infamie. Nombre des familles de la noblesse locale refusèrent d'être gouvernées par un étranger, mais elles furent promptement réduites au silence et sous le règne d'airain de Vlad, la province prospéra. Les autres comtes électeurs, trop obsédés par leurs propres machinations pour s'intéresser à une région aussi arriérée, ne s'émurent guère de ces changements. Au cours des 2 siècles qui suivirent, Vlad régna sur la Sylvanie, empruntant diverses identités pour ne pas éveiller la suspicion. En 2010, estimant que l'Empire était suffisamment affaibli, Vlad entreprit de devenir le premier empereur vampire. Marchant à la tête de l'armée de Sylvanie, accompagné par une horde de morts-vivants, Vlad envahit le Stirland, ravageant l'Ostermark avant de tourner son attention sur le cœur de l'Empire. Pendant 40 ans, ses armées mirent à sac le pays avant qu'il n'atteigne finalement Altdorf,
fief du prince Ludwig, un des prétendants au trône. Le siège qui s'ensuivit dura de longs mois, mais alors que l'ennemi avait envahi les remparts, le grand théogoniste Wilhelm III se saisit de Vlad von Carstein et se précipita avec lui du haut des murs pour aller s'empaler sur un pieu de bois. Après la mort de Vlad, la majeure partie de l'armée de Sylvanie commença à tomber en poussière et les vampires survivants prirent la fuite. Ludwig rassembla son armée pour les poursuivre, mais les autres prétendants, craignant qu'une victoire ne donne un avantage décisif à leur rival, s'unirent contre lui, donnant ainsi aux vils seigneurs de Sylvanie la possibilité de rétablir leurs forces. Des années après, le successeur de Vlad, Konrad von Carstein, envahit à son tour l'Empire. Ces exactions furent si horribles que cette fois les 3 prétendants au trône s'allièrent contre lui et il fut finalement vaincu, abattu par le héros nain Grufbad et Elmar, le futur comte de Marienburg, à la bataille de la Lande lugubre en 2121. Dernier descendant de la lignée des von Carstein, Manfred était un individu rusé et machiavélique. Il attendit patiemment que les divers prétendants au trône impérial pensent que la Sylvanie ne représentait plus une menace et reprennent leurs luttes intestines. Lorsque l'Empire fut à nouveau en proie à la guerre civile, Manfred attaqua. Ses légions traversèrent les rigueurs de l'hiver, mettant en déroute les forces impériales rassemblées à la hâte pour le contrer. L'armée atteignit Altdorf à la fin de l'hiver pour trouver les remparts de la ville sans aucun défenseur. Manfred exultait à l'idée d'une victoire facile jusqu'à ce que le grand théogoniste Kurt III apparaisse sur les remparts et se mette à réciter le grand rituel de bannissement. Voyant ses troupes tomber en poussière, Manfred ordonna la retraite. Après une attaque avortée contre Marienburg, le comte dut regagner la Sylvanie. Les nobles impériaux conclurent une trêve et envahirent la Sylvanie pour en finir une bonne fois pour toutes avec les vampires. En 2145, à la bataille de Helfen, le prince Martin du Stirland l'abattit. Suite à cet exploit, le comte du Stirland fit valoir ses droits sur la Sylvanie et c'est ainsi que se terminèrent les guerres vampiriques, bien que tous redoutent un jour le retour des contes vampires. La Sylvanie fait certes partie du Stirland, mais c'est de fait une province abandonnée où les morts se lèvent de leurs tombes et où des horreurs indicibles hantent les sombres forêts. La Grande Guerre contre le chaos. Alors que le royaume de Sigmar était agité par les luttes de pouvoir et les invasions, les serviteurs des sombres dieux fourbissaient leurs armes dans les désolations du chaos au nord. Cette région du Vieux Monde est un lieu cauchemardesque baigné d'énergie magique pure, peuplé de créatures démoniaques et de tribus sanguinaires soumises aux abominables dieux du chaos. Lorsque les vents de magie soufflent avec force, les fidèles des puissances de la ruine prennent la route du sud en direction de Kislev et détruisent tout sur leur passage. Au cours de l'hiver 2301, le seigneur du chaos, Asavar Kul, unifia les tribus du nord et attaqua Kislev. Cette invasion est depuis connue sous le nom de Grande Guerre contre le chaos. Une armée de Kislevites et d'Ostlander rassemblés pour affronter Kul et ses alliés fut massacrée au nord de Prague et la horde de monstres, de démons, d'hommes-bêtes et de maraudeurs avança le long des contreforts des montagnes du bord du monde. L'armée du chaos combattit et détruisit un contingent de Kislevites défendant les derniers ponts de la rivière Linsk et Kul franchit ainsi l'ultime obstacle qui le séparait de Prague. Le siège de Prague se prolongea tout au long du printemps et de l'été, les braves défenseurs de la cité repoussant héroïquement chaque assaut. Mais lorsque s'installa l'hiver et que l'année toucha à sa fin, Prague tomba. Les énergies du chaos déferlèrent sur la ville et Prague en fut changée à jamais. Ceux qui avaient survécu au combat furent affligés de formes inhumaines. Des corps vivants se mêlèrent aux murs des bâtiments, si bien qu'il était impossible de distinguer la chair de la pierre. Des visages difformes étaient gravés dans les remparts, des membres jaillissaient des pavés et les piliers de pierres émettaient des grognements au moyen de bouches qui avaient été humaines. Prague était devenue une ville de cauchemar, annonciatrice des souffrances à venir en cas de victoire des guerriers des sombres dieux. Magnus le Pieux. Alors que l'Empire se préparait à subir une invasion à grande échelle, un chef se dressa dans la confusion de cette époque troublée, un noble de Nöln nommé Magnus,
plus tard surnommé le Pieux en raison de son extrême dévotion au culte de Sigmar et de sa foi en la possibilité d'une réunification de l'Empire. Magnus était un grand orateur et ses discours enflammés lui valurent bientôt une foule de partisans parmi le peuple. Il marchait vers le nord, de ville en ville, s'adressant aux gens sur les places des marchés, rassemblant une armée telle qu'on n'en avait pas vu depuis des siècles. Les comtes électeurs, politiciens habiles, virent en Magnus un chef charismatique et comprirent rapidement qu'il gagnerait énormément de prestige en le soutenant. Très vite, les troupes des comtes électeurs marchaient aux côtés des milices de citoyens, si bien qu'en atteignant Middenheim, l'armée était devenue la plus puissante force impériale jamais mise sur pied. Magnus n'eut d'autre choix que de la séparer en 2 détachements car aucune cité ne pouvait fournir suffisamment de nourriture et d'eau pour ravitailler toutes les troupes. La première armée, constituée pour l'essentiel de lanciers kislévites avides de vengeance et de chevaliers en quête de gloire, partit à toute vitesse en direction de Prague pour mettre fin au siège. Ce sont eux qui découvrirent ce qu'il était advenu de la ville avant de se diriger vers le sud pour s'en prendre à la horde du chaos. Magnus mena sa seconde force vers la capitale de Kislev dans l'espoir de s'y ravitailler avant de poursuivre la route. Alors qu'elle cheminait vers le nord, l'armée fut rejointe par Théclis, le plus grand mage haut elfe qui avait voyagé depuis Ultuan pour prêter assistance à Magnus. En atteignant Kislev, ce dernier découvrit que la ville était déjà assiégée par l'armée d'Azavarkul et défendue par un petit contingent de Kislévites et de nains de Karazakarak. La cité était sur le point de tomber et Magnus savait que sa perte pourrait bien signifier la fin de l'Empire. Marchant parmi ses hommes comme n'importe quel soldat, il donna l'ordre de charger, dispersant l'ennemi sous la violence de cette attaque soudaine. Les troupes régulières de l'Empire s'enfoncèrent profondément dans les lignes chaotiques, soutenues par des volées de carreaux d'arbalète et des salves d'arquebuses. La victoire semblait assurée, mais Azavarkul était un général hors pair qui rallia ses hommes et mit à profit leur supériorité numérique pour encercler Magnus et ses troupes. D'horribles démons massacrèrent des régiments entiers avec leurs serres et leurs armes ensorcelées tandis que les sorciers lançaient des sorts destructeurs sur les impériaux. Théclis et les mages humains qu'il avait formés combattirent les chamans de Kul au cours d'une bataille magique qui embrasa les cieux. Mais l'armée de Magnus était cernée et il semblait bien que tout fût perdu pour l'Empire. Alors que les guerriers de Kul s'apprêtaient à administrer le coup de grâce, les lanciers kislévites et les chevaliers impériaux revenus de Prague apparurent au sommet de ce qui allait devenir la colline des héros et se jetèrent sur l'ennemi, le cœur empli de haine. Les nains et les défenseurs de la cité tentèrent une sortie et Magnus saisit cette ultime chance de mener les hommes de l'Empire à la victoire. Les hordes du chaos, confrontées à pas moins de 3 armées, étaient soudain désemparées. Les Kislévites étaient fous de rage en raison des ravages causés par Azavarkul et son armée et ils n'accordèrent aucune pitié à leurs adversaires. Devant l'assaut implacable de cette force combinée d'impériaux et de soldats kislévites, les guerriers du chaos furent mis en déroute et systématiquement massacrés. Le vieux monde était sauf. L'Empire restauré. Après cette victoire historique, le peuple réclama que Magnus fût sacré empereur et les comtes électeurs n'eurent d'autre choix que de s'exécuter. Ainsi, en 2304, Magnus fut couronné et il entreprit sur le champ de restaurer le calme, ordonnant que les serviteurs du chaos soient pourchassés dans tout l'Empire et que soient à nouveau colonisées des régions redevenues sauvages. Magnus savait que pour survivre, l'Empire avait besoin d'ordre et de l'aide de nouveaux alliés. Aussi, l'une des premières actions fut-elle de demander à Théclis de l'aider à créer une institution où les sorciers pourraient être correctement entraînés. Les compagnons de Théclis tentèrent de dissuader l'elfe d'accepter, arguant que les secrets de la magie n'étaient pas faits pour les humains, mais le mage haut elfe avait compris que la sûreté du monde reposait désormais sur les épaules des citoyens de l'Empire. Aussi accéda-t-il à la demande de Magnus. À la suite de cela, les collèges de magie furent fondés en Altdorf sous la protection du prince de la cité. Avant de retourner en Ultuan, Théclis
forma les premiers maîtres et établit les lois qu'ils devaient respecter. Magnus avait également reconnu le rôle important qu'avaient joué les maîtres artilleurs de Nöln et les ingénieurs d'Altdorf dans la défense de l'Empire. Il établit une charte à leur intention et depuis lors, les deux institutions portent fièrement l'épithète impériale et font partie intégrante de l'armée de l'Empire. Magnus se révéla être un empereur extrêmement compétent et, à sa mort, la couronne fut transmise sans incident au comte Léopold du Stirland, puis à son petit-fils Dieter. Dieter IV fut en revanche très impopulaire durant son règne. L'empereur, haï de quasiment tous ses sujets, fut finalement déposé en 2429 à la suite du scandale causé par la collusion avec les bourgmestres de Marienburg. En effet, Dieter avait permis à la cité portuaire de Marienburg de faire sécession en échange d'une généreuse contribution aux finances impériales. Wilhelm III, prince d'Altdorf et comte-électeur du Reichsland, fut alors sacré empereur et depuis son avènement, la couronne est restée entre les mains des princes d'Altdorf qui lui ont succédé, et ce, jusqu'à Karl Franz, l'empereur actuel. Le règne de Karl Franz. Lorsque Karl Franz, prince d'Altdorf et comte du Reichsland, fut élu empereur en 2502, l'Empire connaissait une période de paix et de stabilité relative. Cependant, le nouveau souverain savait qu'une telle situation ne durerait pas et qu'il lui faudrait tout son talent de général et d'homme d'État pour protéger son peuple comme ses domaines. Le général. Souhaitant affirmer la puissance militaire de l'Empire durant son règne et bien montrer à ses voisins qu'il n'était pas homme à se laisser faire, l'empereur décida qu'une démonstration de force ne pourrait que renforcer sa position. Depuis la Grande Guerre contre le chaos, le nombre des hommes bêtes et des adorateurs du chaos n'avait cessé d'augmenter. Les conseillers de Karl Franz lui apprirent qu'au nord, les vents de magie soufflaient à nouveau avec force. Cela prendrait quelques années ou plusieurs décennies, mais les maraudeurs reviendraient fatalement poussés par l'expansion des désolations du chaos. Les pillards nordiques, devenus plus hardis les années passées, avaient causé des ravages chez les peuplades habitant les rivages de la mer des Griffes, détruisant des villes entières. En réponse, le premier acte de Karl Franz fut de marcher vers le nord à la tête d'une armée pour renforcer celle de Théodoric Gosser, le comte-électeur du Nordland. Gosser n'avait aucun moyen de prévoir où les Nordiques frapperaient la fois suivante, mais l'empereur avait lui quelques-uns des plus puissants sorciers de l'ordre céleste, dont les membres ont le pouvoir de lire l'avenir dans le mouvement des astres. Lors de l'attaque suivante des Nordiques, les pillards furent accueillis par des salves de balles et de carreaux d'arbalète tirés par les soldats soigneusement dissimulés et leurs navires furent coulés par des tirs de canon d'une précision effrayante. Des centaines de Nordiques moururent sans combattre, leurs corps entraînés au fond de la mer par leurs lourds haubers et ceux qui parvinrent à atteindre le rivage étaient attendus par des rangs disciplinés d'épéistes, de lanciers et de hallebardiers. Les pillards furent massacrés jusqu'au dernier et l'empereur lui-même mena la charge contre l'ultime mur de boucliers ennemi. À mesure que les années passaient, l'Empire continua de gagner en pouvoir et en influence et Karl Franz engagea d'importants chantiers pour améliorer le sort de ses sujets. Kurt Elborg accomplissait la volonté de l'empereur, menant les armées de son suzerain au combat contre de nombreux ennemis. Les bandits ogres du tyran Breiskus, les orques des tours brisées et les horribles hommes rats qui infestaient les collines hurlantes, site de la célèbre victoire de Mandred contre les Skaven. L'empereur en personne prit les armes en 2519 à la demande de Marius Leitdorf, comte-électeur d'Averland. Des rangers nains avaient averti celui-ci qu'une imposante horde de peaux vertes traversait les montagnes du bord du monde en direction de l'ouest et les forces d'Averland, mal entraînées et mal dirigées, ne suffiraient pas à les arrêter. L'armée de Karl Franz écrasa les orques et laissa des garnisons pour aider les Averlanders à garder leurs frontières. En dépit de l'aide qui lui avait été accordée, le comte fou d'Averland causa des problèmes à l'empereur, défiant les autres comtes électeurs, menant des campagnes insensées contre des ennemis imaginaires et, plus généralement, inquiétant ses voisins. Se rappelant la répression brutale de la célèbre rébellion Halfling de 2502 et craignant que la situation dégénère, Karl Franz envoya son taciturne champion, Ludwig Schwarzhelm,
pour qu'il fasse entendre raison au comte électeur excentrique. Les ordres de Schwarzhelm étaient simples, il devait faire en sorte que l'attitude imprévisible de Leitdorf ne mette pas l'Empire en péril. Ainsi, sous la direction ferme de Karl Franz, par l'intermédiaire de Ludwig Schwarzhelm, Marius Leitdorf nomma de nouveaux conseillers pour réfréner ses pires excès. Revenu dans le giron des alliés dignes de confiance de l'empereur, Leitdorf prévint sans attendre Karl Franz quand les orques envahirent à nouveau le col du Feu Noir. Ce dernier répondit personnellement à son appel et partit affronter la horde de peau verte. C'est avec une douleur sincère que l'empereur fut témoin de la mort de Leitdorf des mains du seigneur de guerre orque. Karl Franz brisa le crâne de la créature avec Galmaraz, puis expliqua plus tard qu'il avait été guidé par l'esprit de Sigmar dans l'accomplissement de cet exploit. L'homme d'État. L'Empire prospéra sous le règne de Karl Franz, bien qu'il y eût toujours des dangers à affronter et des ennemis à combattre. Lorsqu'une crise survint entre le graf Alberic Haupt-Anderson du Stirland et Helmut Feuerbach du Talabecland, provinces ennemies depuis l'âge des 3 empereurs, les autres comtes attendirent avec appréhension de voir quel camp Karl Franz soutiendrait. L'empereur se rendit à Talabein pour négocier la paix entre les deux parties. Ses talents d'orateur, tout comme sa patience, furent mis à rude épreuve pour résoudre cette crise, mais les deux rivaux finirent par se rendre à ses arguments et la guerre civile fut ainsi évitée. D'autres conflits larvés ont depuis été résolus par l'intervention de Karl Franz, aidé en cela par la présence peu rassurante de Ludwig Schwarzhelm. La vue du champion personnel de l'empereur, son épée de justice au clair, est en effet souvent suffisante pour rendre les comtes électeurs plus conciliants. Un autre épisode notable fut le moment où les ambitions territoriales pour le moins agressives du comte du Nordland à l'égard de la province voisine du Hochland furent contrées par l'intervention du patriarche suprême des collèges de magie, Balthasar Gelt, et ce à la demande de Karl Franz. Gelt se rendit au château de Salzenmund, demeure de Théodoric Gosser, comte électeur du Nordland, en tant qu'ambassadeur de l'empereur. Grâce à ses pouvoirs, Gelt transmuta secrètement l'or destiné à la solde des armées du comte en plomb. Les mercenaires et les soldats refusèrent de combattre sans être payés et la guerre civile put ainsi être évitée. Dès qu'il découvrit ce qui était arrivé, le comte électeur dégaina son croc unique, bien décidé à décapiter le sorcier, mais il n'y parvint jamais, le patriarche suprême ayant sagement choisi de fuir promptement le Nordland sur le dos de son Pégase. Le champion de Sigmar. Comme le craignaient les conseillers de l'empereur, la menace que faisait peser le chaos sur le monde se fit plus tangible durant le règne de Karl Franz. Au début de l'hiver 2521 et à l'issue de la pire récolte de mémoire d'hommes, la famine s'installa. Le peuple de l'Empire adressait continuellement des prières aux dieux pour qu'ils les délivrent de cette épreuve. Cependant, les plus superstitieux croyaient voir en permanence de sombres présages. Une comète à 2 queues apparut dans le ciel et les démagogues affirmèrent qu'il s'agissait sans doute du signe de la fin des temps. Les rumeurs couraient sur Archaon l'élu, un puissant seigneur de guerre qui rassemblait une immense armée, telle qu'on n'en avait pas vu dans les désolations nordiques depuis la Grande Guerre contre le chaos. Karl Franz savait qu'il lui fallait agir pour sauvegarder son empire. Il envoya en secret des émissaires en Ultuan pour quérir l'aide des armées du roi Phénix, comme au temps de Magnus le Pieux. Il manda également des messagers auprès du haut roi des nains. Alors que Karl Franz effectuait ses manœuvres diplomatiques, une armée menée par le grand théogoniste Volkmar le Sévère fut massacrée sur les plaines glacées du pays des trolls et le grand prêtre du culte de Sigmar fut pris par le démon Be'lakor. À la suite de cette défaite, le peuple se pressa dans les temples de Sigmar pour prier le dieu de mettre fin aux déprédations d'Archaon alors que celui-ci se dirigeait vers le sud. L'invasion étant imminente, l'empereur convoqua les souverains du Vieux Monde au conclave des Lumières à Altdorf. Ainsi, les nations humaines, tout comme les nains et les elfes, joignirent leurs forces pour combattre le chaos. Kislev s'inclina devant la puissance d'Archaon, l'Ostermark et l'Ostland furent ravagés par les hordes du chaos. Dans toute cette confusion, le prêtre guerrier renégat Luthor Huss présenta à Karl Franz un jeune homme nommé Valten, prétendant qu'il n'était autre que la réincarnation de Sigmar. Huss avait rallié un grand nombre de personnes à sa cause, aussi l'empereur ne pouvait-il se contenter de l'ignorer.
Il confia donc Galmaraz à Valten et le nomma champion de Sigmar, bien qu'il conservât le contrôle de l'Empire et de ses armées. Il ordonna à Kurt Helborg de mobiliser les comtes électeurs et leurs forces, et à Ludwig Schwarzhelm de déployer la grande bannière. Middenheim résonnait du fracas des armes alors que les braves défenseurs de l'Empire combattaient les hordes d'Archaon. Les soldats des provinces nordiques refusaient de céder et contrairent les assauts de l'ennemi jusqu'à ce que l'empereur et ses alliés leur viennent en aide. Karl Franz mena sa guerre contre les nombreux ennemis de son peuple de façon magistrale. Au plus fort de la bataille de Middenheim, Archaon et Valten se battirent au pied de l'Ulrichsberg. Le champion des puissances de la ruine fut vaincu, mais il blessa grièvement Valten au cours du duel. Kurt Helborg mena les chevaliers de la Reichsguard dans une ultime charge et les forces du chaos se replièrent. La guerre était terminée, mais le prix à payer avait été terrible. On retrouva le corps de Valten, victime de la lame d'un assassin. C'est les larmes aux yeux que Luthor Heuss restitua le marteau de Sigmar à l'empereur. Karl Franz savait quant à lui que le peuple avait besoin d'espoir après cet horrible conflit. Aussi, quand le corps de Valten disparut mystérieusement, il dit à Heuss « Vous irez parmi le peuple et annoncerez que Sigmar nous a quittés, comme il le fit voici des siècles. Apportez l'espoir aux gens en cette heure sombre et ne trahissez pas leur foi. Dites-leur que Sigmar m'a laissé son marteau, gage de sa confiance. Dites-leur que vous êtes toujours son prophète et que vous guetterez son retour quand les ténèbres seront sur nous une fois de plus. »